La Turquie a commencé le 29 mai 1453, quand Byzance s'effondra. Chaque année, on commémore l'assaut final des murailles. Les assaillants étaient 80 000, les défenseurs 20 000. L'Occident avait abandonné Byzance. Le dernier empereur fut tué en combattant. Le sultan Mehmed II devint le maître d'un immense empire qui s'étendit bientôt sur les 3/4 de la Méditerranée et jusqu'aux portes de Vienne. Tandis que le sultan se rend tout droit à la basilique de Sainte-Sophie, qu'il transforme immédiatement en mosquée, les janissaires, sa garde personnelle, défilent. Tören komutanı Kara Pilot Albay Metin Ülgen ve karargahı tören geçişine başlıyor. Ey şimdi sevgili ailesinden, ey şimdi gençliğin hevelesinden, ayrılık bayrağı kavuşan erler. Puissance et confusion, romantisme pathétique des ruines. Malgré les coups des hommes et des tremblements de terre, dominés par les minarets, la muraille byzantine ne veut pas mourir. Que reste-t-il à Istanbul du luxe incontesté de l'Empire chrétien? Peu de choses. Sainte-Sophie, bien sûr, que l'islam a encerclé de minarets, un chef-d'œuvre mondial d'architecture. Probablement plus significatives sont les mosaïques en partie détruites d'une petite église, Saint-Sauveur in Cora. Les évangiles, la vie de Marie s'y lise en images somptueuses. Mais a-t-on besoin de connaître l'histoire pour être saisi par la beauté? Présent à la dormition de sa mère, le Christ adulte se tient lui-même enfant sur ses genoux. À l'exemple de Sainte-Sophie, les architectes ottomans relevèrent le défi des coupoles gigantesques. Pour la mosquée Souleymaniye, la hauteur sous la clé est de 53 mètres. Elle date du XVIe siècle. L'ironie de l'histoire est que le concepteur génial, Sinan, était probablement né chrétien, arménien ou grec, enlevé enfant à sa famille, converti à l'islam et favori du plus grand des sultans, Soleiman le Magnifique. Les 24 colonnes de marbre de la cour proviennent de l'hippodrome, l'un des hauts lieux populaires de Byzance. D'autres mosquées, aussi colossales, aussi impressionnantes. La mosquée bleue fut longtemps le point de départ des pèlerinages vers la Mecque. Puissante, imposante, la mosquée ottomane est symboliquement une montagne qui s'élève vers Dieu. La succession des coupoles qui soutiennent et renforcent le dôme figure les amas cosmiques.
Toujours, Sainte-Sophie fut l'exemple, une obsession de perfection pour les architectes des sultans. Un pays à forte majorité musulmane, un État purement laïque, la Turquie est comme un paradoxe à notre époque. Cet équilibre délicat est dû en partie à l'armée, dont la relève de la garde à Ankara, la capitale, est toujours un événement, même pour les Turcs. Le lieu, le mausolée d'Atatürk, père de la nation moderne, celui qui, en 1923, institua la République, sépara la mosquée de l'État, abolit la polygamie, interdit tout costume religieux, fit de la femme l'égale de l'homme. Mustafa Kemal Atatürk, soldat et révolutionnaire. Un des personnages les plus étranges du début du siècle. Charismatique, déroutant, toujours impeccablement habillé, sérieux jusqu'à la gravité, capable de grande colère, autoritaire, mais aimant la discussion, pragmatique. Sans cesse en mouvement, il était un passionné des chemins de fer, qu'il considérait comme le fer de lance du progrès. Son train spécial était son bureau. De là, il gouvernait le pays. Lorsqu'il décida de faire adopter aux Turcs l'alphabet latin, il se fit lui-même instituteur, allant enseigner jusque dans les villages reculés. Il fit de l'armée la protectrice de la Constitution qui interdit la propagation de toute idéologie extrémiste. 500 000 hommes, 18 mois de service militaire, une des forces principales de l'OTAN, des têtes nucléaires basées dans le pays. Combien? Secret défense, bien sûr. Le jeune Turc est patriote. L'honneur militaire est un devoir national. Retour à Istanbul. Nous sommes à l'entrée de la Corne d'Or. C'est ici qu'était accrochée la puissante chaîne qui barrait la nuit l'entrée du port byzantin. Kes Rüstü, Beyazıtçılı Cıtçı Birlikler. 2000 lira yaptık, 2500 yaptık. Dolmalık da desem. Yedik ama ya. Ah baba, keşke dolmalık deseydim ben. 2000-2500 yaptık abi. Au marché, nous retrouvons Yachar, notre conducteur de locomotive, et sa femme, Aïfer, 26 ans. Leur fils, Türker, 5 ans. Leur fille, Moutlou, 8 ans. La vie est chère. Le gouvernement ne réussit pas à juguler une inflation qui atteignit, au début des années 80, 130%. Le revenu moyen par habitant est l'un des plus bas d'Europe. Les dévaluations successives de la livre turque ne l'arrangent guère. Başka ay çekirdeği ister misin? O kadar. Vendeur de salep, une boisson à base d'amidon et de sirop de fruits, rafraîchissant et parfumé. Le grand ferry blanc nous dépose sur la rive asiatique d'Istanbul. Le voyage va commencer.
la gare d'Haïdar Pacha, construite en 1903. Yachar et son aide vérifient leur locomotive. C'est une diesel électrique. Il reste encore 50 locomotives à vapeur en service, pour certains triages de wagons de marchandises, et quelques-unes pour des circuits touristiques. En route vers Pamukkale et la côte de la mer Égée. Yachar travaille 40 heures par semaine, avec un maximum de 8 heures par jour et de 572 km. Il a 1 mois de vacances par an. Il a droit à la retraite après 25 ans de service, mais pas avant 50 ans. Le thé se boit très fort. Il est toujours servi dans des verres. Le chef contrôleur. On peut être servi à sa place. Eskişehir, une plaque tournante vers Ankara à l'est et les plages de la mer Égée et de la Méditerranée au sud. Devant la gare, vendeur de köfte ekmek, un sandwich chaud de viande et de salade. En fait, toute la cuisine de la Méditerranée orientale doit beaucoup à la Turquie. Eskişehir est un centre de construction ferroviaire, mais entre 10 et 40% des pièces sont encore importées.
des herbes que la moindre goutte d'eau pétrifie, un ruisseau qui maçonne lui-même son lit de pierre dure. Nous sommes à Pamukkale, à 500 km au sud-ouest d'Ankara. Des sources chaudes saturées de sel calcaire forment des vasques qui descendent en escalier géant vers la plaine. Le site était célèbre dans l'Antiquité, sous le nom de Hiérapolis, fondé 2 siècles avant le Christ. Les eaux étaient supposées guérir toutes les maladies. Le christianisme l'investit avec fracas. L'apôtre Philippe y fut crucifié vers l'an 87. Nous sommes repartis. Direction plein ouest, vers la mer Égée, vers Éphèse et son passé fabuleux. La vitesse moyenne des trains de voyageurs est de 70 km à l'heure. Les pointes ne dépassent pas 120 km. Le chemin de fer a souffert et souffre encore du manque d'investissement. La priorité va au système routier. C'est que 1 km de voie ferrée valent autant que 5 km de route. Résultat, 96% des voyageurs empruntent les autocars, 3% seulement le train. Vendeurs ambulants de simit. Ce sont des petites couronnes de pain au grain de sésame. Éphèse est un des hauts lieux de la civilisation occidentale. Lydiens, Grecs, Perses, Romains, Byzantins, Turcs y régnèrent tour à tour. Un grand nombre de religions s'y bousculèrent. Saint Jean et Saint Paul y prêchèrent. La Vierge Marie, dit-on, y mourut. La ville s'articule autour du théâtre, qui pouvait contenir 25 000 spectateurs. À son apogée, au IIe siècle, Éphèse comptait une population record pour l'Antiquité, 200 000 habitants. Il y a des lieux de tout temps voués aux femmes, aux déesses mères, aux symboles évidents de la fécondité. Ici régna longtemps Artémis, majestueuse, troublante, ambiguë, à la coiffure et aux cuisses ornées de taureaux et de boucs, au corps couvert de mamelles, à moins que ce ne soit de testicules.
Les Grecs et les Romains l'adorèrent. Puis vinrent les apôtres du tumulte, Saint Jean, Saint Paul, qui bouleversa de ses propos incendiaires la communauté juive de la ville. Dans ce théâtre, Paul s'en prit violemment à la déesse Artémis. La caste des marchands, apeurée de perdre le bénéfice des pèlerinages païens, enferma, croit-on, le saint, dans une prison, là-bas, au sommet de la colline. C'est là qu'il aurait écrit plusieurs de ses épîtres. Le christianisme triompha et marqua au front l'arrogance des procurateurs romains. La Vierge Marie est-elle morte à Éphèse? Ou bien cette croyance nous ramène-t-elle au grand culte féminin de cette partie du monde, Marie succédant aux déesses mères d'Anatolie, à Artémis? L'affaire est troublante. Sur la croix, Jésus confia sa mère à Saint Jean. Celui-ci vint à Éphèse, 5 à 6 ans après la mort du Christ, accompagné de Marie qui aurait terminé ses jours dans cette maison. Voilà ce que dit la tradition, peu à peu oubliée au long des siècles. Mais au XIXe siècle, une mystique allemande, une paysanne, Catherine Emmerich, qui n'était jamais sortie de son village, décrivit l'endroit exact où la Vierge Marie était morte. On vérifia. La description de la visionnaire correspondait exactement à la tradition. Alors, on s'interroge. L'Église ne prend pas parti. En 1961, Jean XXIII annonça seulement que c'était officiellement un lieu de pèlerinage. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le fait est qu'au IVe siècle, on transforma un entrepôt romain en cette église, aujourd'hui en ruine, qu'elle fut la première au monde dédiée à la Vierge, et qu'il s'y tint en 431 un concile qui proclama que Marie était la mère de Dieu. Quant à Saint Jean, il aurait été enterré non loin de là, au sommet d'une colline. Au VIe siècle, les Byzantins lui construisirent cette énorme église, ruinée en 1402 par les hordes de Tamerlan. C'est à Éphèse que Saint Jean aurait écrit son évangile. Direction Ankara, la capitale. Le train n'est pas cher, en moyenne le quart du prix de l'avion. Les autocars sont en général légèrement meilleur marché que le chemin de fer. Nous nous sommes enfoncés sur le plateau anatolien.
Kavga etmeyin yalnız. Paylaşın isterseniz. Ha. Paylaşın ama ya. À un arrêt de campagne, des gamins. Ce sont des bergers. Yırtmayacaksın. Bak o parça... Yırtma öyle bak. Ayrı ayrı Ils veulent onlar. des journaux, car les nouvelles sont rares dans cette région reculée. Yırtmadan paylaşın. Ha? Yırtmadan paylaşın. Ha bak çıktı bir tane. Ha, tamam al birini sen. Tamam ver birini de ona. Birini de buna ver. Bunlar okumayı bilmez. Ya olsun abicim mühim olan. Ha? Ya işte tamam işte öyle olacak ya. Hele yavaş Tamam. Les voyageurs ont changé. Ils sont l'image d'un pays d'un autre âge, si loin de l'exubérance occidentalisée d'Istanbul. Et on fait sa prière sur la banquette du compartiment. Terminus, Ankara. C'était un village oublié, autour d'un vieux fort. En 1923, Atatürk en fit sa capitale. Aujourd'hui, elle compte 3,5 millions d'habitants et elle grandit sans cesse. Rien que des hommes aux terrasses des cafés. L'égalité des droits se décide d'un trait de plume. Mais combien de temps faudra-t-il pour qu'elle s'installe définitivement dans les mentalités? Le mausolée d'Atatürk domine la ville. Un train qui s'arrête parce que des voyageurs sont en retard. Vraiment, les chemins de fer turcs sont bon enfant. Maintenant, en route vers l'est, vers l'une des merveilles du monde, la Cappadoce. Un œil contre le mauvais œil. Pour protéger les enfants des génies malfaisants, on les arme d'un troisième œil, épinglé dans le dos.
Ces paysannes nous font pénétrer dans un univers magique. Nulle part au monde rencontre-t-on des villages tels Artaïsar, dominés par une sorte de termitière de 85 mètres de haut, creusée d'habitations. La Cappadoce, c'est un miracle de la nature, ou plutôt une de ses fantaisies. Un royaume poétique, creusé par l'air, l'eau et les hommes. C'est vers 350 que les premiers moines s'installèrent, des ermites. Le dénuement des lieux, sa réalité désertique et sauvage, convenait parfaitement à leur soif de solitude et d'absolu. La falaise effondrée découvre un sanctuaire troglodyte du IXe siècle. C'était une époque de haute religiosité à Byzance. Les peintures décrivent très simplement la vie du Christ et de la Vierge. Elles paraissent souvent martelées, particulièrement dans les parties hautes. C'est qu'aux époques de fanatisme religieux, on a mutilé par des jets de pierre les peintures qui dépassaient une hauteur d'homme. La population de Cappadoce vit encore à un rythme biblique. Une véritable économie de subsistance. De maigres champs conquis dans le fond de vallées exiguës fournissent céréales et fruits. Plus insolite encore, les cheminées de fées. Ce sont des colonnes coiffées de pierres dures qui ralentissent leur érosion. Un jour, le flanc des cônes seront usés par le vent chargé de sable. Les pierres perdront l'équilibre et tomberont. Aux époques troublées, pour se protéger contre les envahisseurs,
les ermites se sont réunis en véritable monastère. Tokalikilizé est la plus considérable des églises troglodytes, la Sainte Sophie de cet univers souterrain. Il ne faut pas oublier qu'ici, rien n'est construit. Au pic, à la pioche, tout a été creusé, sculpté, ciselé. C'est une architecture par soustraction, l'œuvre de tailleurs d'église. La civilisation musulmane réapparaît en force non loin de là dans un bijou, le caravansérail de Sarian. Désertique et pourtant menaçante avec ses nombreuses grottes où se cachaient des bandits, la Cappadoce était incertaine aux voyageurs. Sarian servait d'asile aux caravanes. Une garnison assurait la protection. Le caravansérail était une étape de la route de la soie, de la Chine à la Méditerranée. Date de construction, le XIIIe siècle. Est-ce un hasard que ce fut l'âge des cathédrales en Occident? Nous retournons maintenant vers Istanbul. Yachar, notre conducteur, ne peut vivre loin des rails. Il habite une maison sur le bord de la voie. Travailler la terre est pour lui plus qu'une détente, c'est une passion. Avec ses économies, il a acheté un terrain dans son village natal, près de Sivas, au cœur de l'Anatolie. Il y finira ses jours en cultivant son jardin. Ayfer, sa femme, prépare le café. On mélange la poudre à l'eau et au sucre. On fouette et l'on fait bouillir rapidement. Kahve mi yaptın ya? Güzel olmuş mu bak? Baktım ya. İyi, harikaymış. Eline Afiyet sağlık. olsun. Sağ ol. Le dimanche emporte nos amis dans les petits ports du Bosphore, où les habitants d'Istanbul viennent se promener. Yachar et Ayfer se sont rencontrés par l'intermédiaire de leurs parents, selon la coutume. Mais un mois après, ils se mariaient, ce qui fut considéré d'une rapidité scandaleuse par leur famille. Le chapelet populaire à 33 grains, que l'on surnomme « tue l'ennui ».
Istanbul recèle encore des coins anciens, où la flânerie découvre des scènes pleines d'un charme particulier. Le dimanche n'entraîne pas plus les femmes à s'installer aux terrasses des cafés. Lundi matin, Yachar retourne à son travail, accompagné de son assistant. Ce n'est pas notre ami qui conduit cette locomotive. Ce train est un cadeau. Les chemins de fer turcs le font rouler spécialement pour vous. C'est le train le plus prestigieux de Turquie, l'un des plus beaux du monde. Dans ce train vécut Mustafa Kemal Atatürk, un monument national, une relique. Le balcon arrière, d'où il parlait à la foule. Et le croissant du drapeau turc qui s'inscrit sur la vitre termine le voyage.